chers amis, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus pour assister à la première lecture de ma pièce de théâtre « Dîner avec Alexandre le Grand ». Je remercie aussi la Sorbonne pour son accueil chaleureux, comme toujours, la direction des affaires culturelles de la faculté des lettres et spécialement son directeur qui vient de parler justement, M. Jan Migoubert. Je voudrais remercier aussi les acteurs qui participent à cette lecture, Dylan Perrault, Patrice Costa, Safia Boisdan, Alexandre Kolatos et Didier Forest. Je remercie aussi le professeur Philippe Delobel pour son apport à la traduction du texte grec en français, mon éditeur Olivier Pétot des éditions Complicité et le peintre Baudouin Collignon qui a réalisé la couverture du livre, le consul grec de Madagascar Panagiotis Taloumis et le Centre de culture et des sciences de Maracaretsos pour leur soutien. L'action de cette pièce se déroule à Marakanda, l'actuelle ville de Samarkand, à Ouzbékistan. Alexandre avait déjà conquis la Perse, la Phénicie, l'Égypte, une grande partie de l'Asie et se dirige vers l'Inde. Il décide d'organiser un banquet, invite ses proches amis, généraux et officiers, un dîner où le vin coule à flot et qui s'avérera sanglant. Normalement, il y a 13 personnages dans cette pièce. Or, ce soir, 5 acteurs vont participer à cette lecture. Et je vous signale en passant que durant l'Antiquité grecque, toutes les grandes pièces classiques que nous connaissons ont été jouées par 3 acteurs qui jouaient tous les rôles, même le rôle de femmes. J'ai donc fait une petite adaptation. Pour le rôle d'Alexandre, c'est Dylan Perrault, qui est à droite. Pour Clitos, c'est Patrice Costa. Et au rôle du prêtre Aristandros, là, c'est une femme, Safia Boisdan, et du messager aussi. Les autres rôles seront partagés par Didier Forest et Alexandre Kolatos. La musique que vous allez entendre est d'Alexandros Chakalis. Je laisse la parole aux acteurs et merci pour votre attention. Les dieux ont parlé. Les augures sont mauvais. Le rêve énigmatique d'Alexandre et le sacrifice funeste de Kleitos ne laissent aucun doute. Ce soir, un malheur surviendra. Ici, à Marakadan, de Sodiane, il fait un temps superbe. Il fait aussi froid qu'en Grèce. Je le vois sur toi, Alexandros. En Grèce, à une telle saison, tu porterais un manteau, alors qu'ici, je le vois bien, tu en portes 3. Roi Alexandre, 6 années se sont écoulées depuis que nous avons quitté la Grèce et que nous sommes passés en Asie.
Depuis lors, une grande partie de l'Anatolie est tombée sous notre tutelle. Je regrette les Grecs qui sont morts et se sont privés de la joie de te voir sur le trône de Darius. Buvons tous à la santé de notre invincible roi. Personne ne saurait comparer les combats que tu as menés, toi, Alexandre, avec ceux de Philippe, ton père. Lui-même n'a su accomplir d'aussi grands exploits que les tiens, ô mon roi. La flatterie bat son plein. Il y a en effet des batailles que j'ai menées et dont j'ai pu tirer gloire, mais d'autres en ont recueilli gloire à ma place, alors que je les avais menées moi-même. Dis-les-nous, ô mon roi, je m'incline devant ta bravoure. À la bataille de Chéronée, mon père a recueilli toute la gloire de cette bataille décisive, alors que j'en étais le principal acteur. Sans moi, cette bataille aurait été perdue. Je n'en crois rien. Une autre fois, j'ai sauvé Philippe d'une mort certaine, lorsque des mercenaires se sont révoltés. Mon père a reçu un coup qui l'a fait chuter. Il serait mort si je ne l'avais protégé de mon bouclier et je tuais ceux qui étaient venus pour l'achever. Et la gloire, à nouveau, lui en a été attribuée. Par jalousie, il n'a pas voulu reconnaître qu'il me devait la vie sauve. Quant aux batailles que j'ai menées, seul, sans Philippe, contre les Illyriens, c'est lui, une fois de plus, qui en a retiré la gloire. En somme, tout ce qui plaisait à Philippe, c'était de se rendre au mystère de Samothrace, au moment où il aurait dû conquérir l'Asie. Tes exploits, ô mon roi, dépassent encore ceux des demi-dieux Castor et Pollux, et ne peuvent être comparés qu'à ceux d'Achille, d'Héraclès et de Dionysos. Mieux vaut tomber dans les griffes d'un flagorneur que sur les lèvres d'un corbeau. Parle fort, Clétos, et ne murmure pas comme une femmelette. Sur le trophée de la gloire, seul le nom du roi est inscrit. La gloire revient toujours à ceux pour lesquels d'autres ont donné leur sang. Euripide, Andromaque. Les puissants ne supportent pas les paroles vraies, si ce sont les faibles qui les expriment. Pourtant, je ne trahirai pas ce que je suis. Euripide, Andromaque. Malheur mortel s'il se trouve quelqu'un de jeune et d'injuste. Cela aussi est tiré d'Euripide, d'Andromaque. D'une petite cause, la langue fait naître de grandes querelles parmi les hommes. C'est aussi d'Euripide. Un vieillard vaut mieux que beaucoup de jeunes, vu que la force n'a aucun sens lorsqu'elle s'accompagne de lâcheté. C'est aussi tiré d'Euripide. Clétos soutient plutôt son camp lorsqu'il parle de lâcheté. Et pourtant, cette lâcheté t'a sauvé la vie. Lorsque Spithidrate, à la bataille du Granique, s'est précipité pour te trancher la tête. N'oublie pas que grâce au sang et aux blessures des Grecs, tu es devenu grand. Grand au point de soutenir que tu es le fils du dieu Ammon et de renier ton père Philippe. Philippe, que toi tu rabaisses, a réussi à unifier les Grecs et il a eu le courage de participer aux Jeux Olympiques et d'être couronné comme vainqueur, tandis que toi, tu n'as jamais osé y prendre part. J'y serais allé si j'avais eu à me confronter à des rois. Ce que tu as fait, toi, à Thèbes, ne souffre aucune comparaison avec ce que Philippe a fait à Athènes. Là où règne la discorde, il est aisé de l'emporter, même si l'on s'appelle Philippe. Comment oses-tu? Il se peut que je me sois heurté à mon père dans le passé, mais je ne permets à personne d'insulter sa mémoire. Ce que Philippe a fait pour vous est immense, mais en comparaison avec ce que nous sommes parvenus à accomplir jusqu'à présent, c'est infime. Mon père voulait seulement libérer les cités grecques d'Asie mineure du joug perse, alors que nous, aujourd'hui, nous avons conquis une grande partie de l'Asie. Voulez-vous savoir ce que j'ai reçu de Philippe? Eh bien, j'ai hérité de mon père quelques coupes en or et environ 60 talents qu'il avait laissés dans son coffre-fort. Mais il m'a aussi laissé 500 talents de dette. J'ai emprunté 800 autres talents et j'ai quitté la Macédoine, qui ne pouvait nous nourrir correctement, pour vous ouvrir aussitôt la route vers l'Hellespont, à une époque où les Perses dominaient les mers. N'oubliez pas que nous sommes partis de Grèce avec un seul mois de nourriture. Vous n'aviez alors que vos armes. Aujourd'hui, vous dormez sur des lits en argent, vous trimballez des troupeaux d'esclaves, vous avez amassé tant de butin de nos ennemis que vous êtes dans l'incapacité de les charger, et les tables ploient sous le poids de l'or. Avec toutes ces richesses que je vous ai offertes, vous vivez dans l'opulence. J'ai entendu dire que l'un d'entre vous
a mis des clous d'argent sous ses semelles, et qu'un autre fait venir du sable d'Égypte, à dos de chameau, pour s'entraîner. Certains, qui n'avaient même pas d'huile pour faire du sport, s'enduisent maintenant d'huile parfumée et ont des serviteurs pour les frictionner et prendre soin d'eux. Ils ont oublié les grandes batailles que nous avons menées et s'abandonnent désormais à une vie de plaisir, ignorant que c'est une marque de servilité que de vivre en pleine opulence et qu'il est plus royal de lutter et de se fatiguer. Ils ne comprennent pas que le plus important dans l'esprit d'un conquérant, c'est de ne pas adopter les faiblesses de peuple qu'il a conquis. Je n'ai cessé de me battre et de m'exposer au danger, allant jusqu'à chasser les lions pour ne pas tomber dans l'amollissement sous l'effet de nombreuses richesses que nous avons acquises. Sous peu, je m'obligerai à donner l'ordre de détruire tous ces biens que nous transportons afin de pouvoir poursuivre notre expédition. Toi, Alexandre, tu t'intéresses plus à la gloire qu'à la vraie vie. Ce qui m'intéresse personnellement, ce n'est pas de conquérir la gloire, mais de rendre Alexandre glorieux auprès des hommes, grâce à l'histoire que j'écris pour lui. Moi, si j'ai décidé de suivre Alexandre et d'essuyer tous ses revers, c'est parce que je veux faire connaître aux générations futures ses prouesses. Sans moi et sans mes écrits, qui se souviendrait dans l'avenir d'Alexandre? J'exècre le sophiste qui se montre incapable de s'appliquer à lui-même ses leçons de sagesse. Avec de tels propos, Calistène, je te vois finir un jour dans un cachot. En combattant dans ton camp, Alexandre, on se trouve en première ligne. Et après la victoire, lorsque vient l'heure du partage, ce sont eux, ceux qui parlent mal de la mémoire de ton père, qui prennent la part du lion. Tu préfères écouter ces flagorneurs qui se sont rassemblés autour de toi? Et vous, pourquoi restez-vous sans rien dire? Répondez à l'arrogance d'Alexandre. Tu dis cela parce que tu veux diviser les Grecs? Tu nous as suffisamment punis, Alexandre, avec ta conduite. Nous qui avons donné notre sang pour toi. Tu persistes. Tu penses qu'il en sortira une bonne chose en ta faveur? C'est à moi que tu décernes la Sodiane, la région la plus indocile et la plus rebelle. Quel beau cadeau tu me fais. Mais il s'y trouve de belles femmes et du bon vin. En effet, la beauté des femmes ici est un supplice pour nos yeux. Il me faudra commander à de farouches barbares, prêts à te trahir et à te poignarder dans le dos à chaque instant, comme a fait Bezos avec Darius. J'ai affaire à des faux féroces. Mais moi, j'ai monté le cheval le plus farouche et le plus indomptable. Et depuis, Bucéphale est devenu mon compagnon le plus fidèle. Et si jamais je le perds, je fonderai une ville qui portera son nom. C'est de toi, Clétos, que dépend la façon de tenir les rênes du pouvoir que je t'accorde. Ne pensez-vous pas que les Grecs qui vivent parmi les barbares sont comme des demi-dieux au milieu de bêtes sauvages? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas où tu veux en venir. Écoute, Clétos, ton rôle, en tant que gouverneur de la Sogdiane, est d'introduire la manière de penser grecque et d'œuvrer à une réconciliation avec ses habitants, en privilégiant la bonne volonté plutôt que la force. Et un bon moyen pour les approcher est de te marier avec une femme d'ici. C'est seulement ainsi que tu pourras asseoir ta position dans cette région sauvage. Mais ceci ne concerne que moi. Je constate que les militaires de la génération de mon père sont fatigués. Il faudra que nous fassions venir du sang neuf pour poursuivre notre marche. Si les vétérans de Philippe que tu railles à présent n'avaient pas rassemblé les jeunes au bord de la débandade à Halicarnasse, les choses auraient pris une autre tournure. Nous serions encore en train de détaler. Comment pourrais-tu conquérir l'Asie seulement avec des jeunes? Si Clétos continue, bientôt il nous dira qu'il regrette de m'avoir sauvé la vie à la bataille de Granique, comme il se vante souvent de le répéter. Ingrat. C'est ainsi que tu nous payes nos efforts? C'est cette main qui t'a sauvé. De ma propre poitrine, j'ai protégé le dos du roi. Maintenant que le temps a passé, le souvenir de cet événement est tenu pour une provocation? Nous, les Macédoniens, sommes parvenus au point d'envier ceux qui sont morts avant de voir notre État déchiré sous les coups des Mèdes. Et nous sommes contraints de supplier les Perses pour pouvoir t'approcher. Tu es injuste, Marclitos. La vérité est différente. Après la victoire sur les satrapes de Darius, j'ai placé toute l'Ionie sous notre souveraineté, toute l'Éolide, les deux Phrygies, et j'ai conquis la ville de Milet après l'avoir assiégée. Les pays restants se sont rendus de leur plein gré et je vous ai offert leurs trésors. Les richesses de l'Égypte,
et de la Cyrénaïque que j'ai conquise sans livrer bataille sont à vous. L'Asie mineure, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et la Mésopotamie vous appartiennent, comme aussi Babylone, Bactriane, Sogdiane, Suse, de même que les richesses des Lydiens et les trésors des Perses. Ai-je obtenu tous ces résultats en donnant simplement des ordres, comme le sous-entend Clétos, sans endurer d'efforts et sans souffrir, en vous laissant à vous tous les batailles et toutes les épreuves? Qui peut prétendre qu'il a souffert davantage pour moi que moi pour lui? Allons donc. Que celui qui a des blessures se déshabille et qu'il nous les montre, et je vous montrerai les miennes à mon tour. En ce qui me concerne, il n'y a pas une seule partie de mon corps, au moins sur le devant, qui ne porte de cicatrices. J'ai reçu une pierre sur le cou et ma vue s'est brouillée pendant un certain temps. J'ai reçu une flèche à la jambe qui m'a brisé l'os. Et il n'y a pas une arme, pas un projectile que mon corps n'ait reçu. J'ai été blessé par l'épée dans un combat au corps à corps. J'ai reçu des flèches et des projectiles lancés par des machines. J'ai été frappé par des pierres, par des massues, et je n'ai pas cessé de m'exposer continuellement pour votre bonheur et pour la gloire de la Grèce. Je vous ai conduit en vainqueur, sur terre, sur mer, par fleuve, par mont et par vaux. Vous êtes des satrapes, vous êtes des stratèges, vous êtes des commandants. Celui qui avait des dettes, indifférent à la façon dont il les avait contractées, je les lui ai payées. La plupart d'entre vous ont reçu des couronnes d'or en reconnaissance de votre bravoure et comme signe de ma faveur. Après nos victoires, les régimes tyranniques ont été renversés et j'ai envoyé des butins en Grèce et en Italie du Sud pour rendre hommage à ceux qui, dans le passé, ont combattu contre les Perses à Salamine et à Platée. Je me demande si les Athéniens ont compris quel danger j'ai couru pour leur propre gloire. Et moi, que me reste-t-il de tous ces efforts, hormis la pourpre royale et ce diadème? Je ne garde rien pour moi-même. Personne ne peut désigner des trésors qui m'appartiennent, à part ceux qui sont les vôtres et qui sont gardés pour vous. Personne ne peut prétendre que je les garde pour mon usage personnel, d'autant plus que je mange ce que vous mangez, vous aussi, et je dors comme vous. Certains d'entre vous, à coup sûr, mangent bien davantage que moi. Je me lève plus tôt que vous, et je vous laisse dormir davantage. Inutile d'inviter désormais des hommes libres qui ne craignent pas de te dire ce qu'ils y pensent, ne recherchent que la compagnie de barbares et d'esclaves qui auront le plaisir de se prosterner devant ta ceinture perse et ta belle tenue blanche. Crie-le haut et fort, Alexandre, que tu ne veux plus à ta table d'hommes libres, mais que tu préfères des barbares et des flatteurs. Tu dis donc que je rends hommage aux Perses que nous avons vaincus? En effet, je n'épuise pas mon pouvoir sur eux, mais je les affronte avec humanité. Je ne suis pas venu en Asie pour détruire les structures des États, ni pour faire de la moitié du monde un immense désert, mais pour faire en sorte que ceux que j'ai vaincus sur le champ de bataille ne déplorent pas ma victoire. En dernier lieu, j'ai choisi 30 000 jeunes de cette région pour leur faire apprendre le grec tout en les initiant aux armes macédoniennes, car j'ai décidé d'organiser des sections militaires mixtes avec des Grecs et des barbares. Ainsi, combattront-ils désormais à vos côtés pour notre empire et verseront-ils leur sang pour nous, alors que, si je les avais traités différemment, ils se seraient révoltés. Vous êtes-vous jamais interrogé sur la raison pour laquelle j'ai donné l'ordre d'orner vos armes d'or et d'argent? Croyez-vous que j'ai un penchant pour le faste? Auprès d'hommes qui sont habitués à ces métaux, comme le sont les Perses, j'ai voulu montrer que les Grecs, qui ont triomphé sur tout, triomphent même encore de l'or. Je veux impressionner ceux qui croient que dans nos contrées, seuls règnent pauvreté et indigence, pour leur donner aussi une leçon. Nous ne sommes pas venus ici pour trouver de l'or et de l'argent, mais pour changer le monde et ouvrir de nouvelles routes. Nous ne sommes pas venus ici seulement pour les conquérir et leur arracher leurs trésors, mais pour leur apporter la lumière grecque. Nous sommes venus pour bâtir de nouvelles cités, là où ne s'élèvent que les cabanes de paysans. C'est une façon d'apporter ici la civilisation grecque, de fonder des cités comme celle de Grèce, avec des agoras, avec des gymnases, des théâtres, des assemblées, des temples, des statues. Pour atteindre ce but, des architectes, des urbanistes, des artisans, des entrepreneurs, des sculpteurs, des peintres, des philosophes nous accompagnent. La question n'est pas de changer seulement l'administration des pays que nous occupons, mais d'y introduire les institutions de la Grèce. Je vois où tu veux en venir. Tu veux amener les barbares à gouverner les Grecs.
Si nous voulons conquérir l'Asie, au lieu de la parcourir seulement, ces hommes doivent recevoir leur quote-part dans notre indulgence. Leur respect, dès lors, établira notre empire pour l'éternité. L'occupation qui l'emporte par la force des armes ne dure pas. Alors que des ennemis bien traités éprouveront une reconnaissance éternelle envers nous. Tu nous imposes des mœurs et des coutumes différentes des nôtres. Je vois des nationalités qui ont des us et coutumes, qu'il ne peut être honteux d'imiter. Afin qu'un si grand empire puisse être bien dirigé, il n'existe pas d'autre façon de les prendre comme modèle et de les adopter. N'oubliez pas que nous sommes en Asie. Je souscris tout à fait à la politique orientale d'Alexandre et j'applaudis à tout ce qu'il fait pour se rapprocher des Asiatiques. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il faudra que nous restions attachés aux coutumes macédoniennes. Je vois que certains d'entre vous approuvent ma politique, comme Héphaïstion, alors que d'autres, comme Cratère, sont encore attachés à la manière de vivre macédonienne. La vérité est que je les aime tous les deux. Je reconnais chez Héphaïstion l'amitié qu'il éprouve pour Alexandre, mais chez Cratère son attachement au roi. En dernier lieu, je vois un affrontement entre eux. J'ai l'impression que l'un voit l'autre d'un mauvais œil. Je jure, par les dieux, que si jamais j'apprends que vous avez des divergences et que vous ne venez pas près de moi pour les résoudre, mais que vous préférez vous battre, je vous tuerai l'un et l'autre. Voici un oracle qui a été rendu à Delphes pour toi, mon roi. Lis-le, que nous l'écoutions tous. Honoré Zeus, le dieu suprême d'entre les dieux, et Athéna de la 3e génération, ainsi que le souverain qui s'est incarné secrètement dans un corps d'homme, que Zeus a semé à l'insu de ses parents, défenseur de la justice des mortels, le roi Alexandre. Tindar a perdu la paternité des Dioscures par Zeus, et maintenant Delphes confirme que Philippe, lui aussi, a perdu sa paternité par Zeus. Même s'il ne peut y avoir de comparaison possible entre tes propres exploits et ceux des Dioscures. Cet oracle confirme ce que m'avait dit un jour ma mère Olympias. À la veille de son mariage avec Philippe, elle avait rêvé que la foudre frappait son ventre et que de sa blessure avait surgi un grand feu, accompagné d'immenses flammes qui s'étaient éparpillées partout. La partie divine d'Alexandre n'est pas due au mensonge que sa mère Olympias lui a dit sur sa naissance, mais à tout ce que moi j'écris sur Alexandre, pour faire connaître ses exploits. Avec ce que tu dis, Callisthène, un jour tu perdras ta tête. Crois-tu que ta parenté avec Aristote te mettra à l'abri ? Je considère Alexandre digne de tous les honneurs que l'on doit rendre à un homme. Mais il y a une différence. Pour les dieux, nous bâtissons des temples, nous érigeons des statues, nous faisons des sacrifices et des libations, et nous composons des hymnes, comme l'a fait Homère. Tandis que pour les hommes, nous écrivons des louanges, comme je le fais moi-même avec Alexandre. Callisthène a certes des dons rhétoriques, mais c'est un homme buté. Callisthène ne fait pas la démonstration de ses dons rhétoriques, mais de son hostilité à mon égard. Tant que tu vivras, Alexandre, les Macédoniens devront t'honorer comme un dieu en raison de tes magnifiques exploits. Il est plus juste qu'ils t'honorent maintenant de ton vivant, car à ta mort, à quoi te serviront les honneurs ? Anaxarchos, tu ne devrais pas tenir de tels propos envers Alexandre, toi qui es à ses côtés en tant que philosophe et éducateur. Il ne faut pas oublier que tu n'es pas le conseiller de Cambyse ou de Xerxès, mais du fils de Philippe et de la descendance d'Héraclès, dont les aïeux sont arrivés en Macédoine en venant d'Argos pour devenir roi des Macédoniens. Même Héraclès n'acceptait pas les honneurs divins de son vivant. Il a fallu attendre sa mort. Ce n'est pas parce que nous nous trouvons dans un pays barbare que nous devons avoir des comportements barbares. Les dieux se trouvent au-dessus de nous. Nous ne pouvons les toucher et nous les vénérons pour cette raison. Nous ne devons pas rendre les mêmes honneurs aux hommes car nous rabaissons les dieux. Alexandre, n'oublie pas que toute cette expédition a eu lieu en faveur de la Grèce. Lorsque tu retourneras en Grèce, que feras-tu ? Tu diras aux Grecs, qui sont les hommes les plus libres de toute la terre,
de se prosterner devant toi. Non, les Grecs ne sont pas obligés de se prosterner devant moi. Fils de Zeus, nous avons devant nous le fils d'Amon Zeus qui va conquérir et changer le monde. Laissez-moi rire. Insensé. Arrête. Arrête. Les réponses des dieux ne dépendent pas de moi, Clétos. Le prêtre d'Amon, en Égypte, m'a offert le titre de fils de Dieu. Et maintenant c'est Phébus, à Delphes, qui m'appelle fils de Zeus. Accepter ces titres ne nuit en rien à nos entreprises. Dès lors que les Égyptiens et les Asiates croient que je suis un dieu, laissez-les le croire. Ils n'en seront que plus obéissants. Ouais. Tous ceux qui sont ici n'osent pas te dire qu'ils en ont marre de faire la guerre et qui veulent rentrer chez eux. Libre à ceux qui veulent rentrer de partir. Je ne veux rester qu'avec des amis et des volontaires. L'un d'entre vous veut-il partir? Ils craignent de te le dire, car ils savent ce que tu as fait à Attale. Tu l'as liquidé parce que ses propos te gênaient, de même que tu as liquidé Philotas et son père Parménion. Et qui sait ce que tu réserves à Callisthène? Attale eut ce qu'il méritait, car il a tenté de contester ma succession légitime au trône. Quant à Philotas, il avait la grosse tête. Il me rabaissait, crânait, et se moquait de moi dans mon dos pour les beaux yeux de son amante. Il complotait pour s'emparer de mon pouvoir. Il me traitait de genou et prétendait que c'était grâce à lui et à son père que nous devions notre réussite jusqu'à présent. Vous vous rappelez tous le nombre de fois où je me suis heurté à son père, Parménion, à propos de notre stratégie dans des batailles décisives. Malheur à nous, si son point de vue l'avait emporté à la bataille du Granique. Qui sait quel en eût été le résultat? Mais la raison qui m'a fait punir Philotas, c'est sa participation à un complot contre moi. Et son père, Parménion, qui n'avait rien fait et qui t'a tant apporté sur le champ de bataille, pourquoi l'as-tu fait exécuter? Il faudrait que tu saches, Clétos, que c'est un usage dans nos contrées de châtier aussi le père lorsque le fils est puni pour complot. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec tout cela. Et j'ose te le dire, droit dans les yeux. Et c'est maintenant toi que je vais châtier pour ton insolence. Alexandre. Non. Quelle est cette rébellion? Mes amis les plus proches me désarment. Vous me donnez l'impression d'être comme Darius lorsqu'il tomba aux mains du traître Bésos. Alexandre, laisse place à la colère. Et demain sera un autre jour. Appelez les héros pour qu'ils fassent sonner les trompettes. Alerte! C'est un ordre. Fais sonner la trompette. Tous dehors, sauf les Macédoniens. Éteignez les flambeaux. Et maintenant que nous sommes seuls entre nous, sortez vous aussi dans l'ordre, l'un derrière l'autre, et que chacun donne son nom. Héphaestion. Passe. Ptolémée. Passe. Séleucos. Passe. Perdicas. Passe. Callisthène. Passe. Cratère. Passe. Et toi, le dernier, donne ton nom. Clétos le Noir, convive! Malheur aux Grecs, ici règne désormais un pouvoir funeste et désastreux. Va donc maintenant rejoindre Attale, Philotas et Parménion. Je ne veux pas vivre. Ne me laissez pas vivre après cette infamie. Clétos était unique au combat. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Et moi, je la lui ai retirée. Après cela, je ne peux vivre. Je veux mourir pour honorer mon amitié avec Clétos. Comment en suis-je arrivé à commettre un tel acte?
Ai-je omis d'accomplir mon devoir vis-à-vis des dieux? Ai-je oublié de faire des sacrifices à un dieu, et celui-ci se venge-t-il maintenant? Le jour de la fête de Dionysos, j'ai préféré sacrifier au Dioscure, et j'ai négligé la fête la plus importante des Macédoniens, parce qu'un insensé m'a entraîné en me disant que Dionysos n'était pas originaire de Macédoine, mais de Thèbes, comme si son père n'était pas Zeus. Et le dieu m'a châtié et poussé à commettre ce crime, comme il a châtié aussi le roi de Thèbes, Panthée, qu'il avait lui aussi négligé. Aussi l'amena-t-il à des fêtes bachiques où il fut massacré par sa propre mère. Je pèse sûrement sa colère. Le vin et l'ivresse, les signes du Dieu, voilà comment s'est manifesté l'emportement du Dieu. La fureur et l'ivresse m'ont vaincu. Malheur. La folie divine m'a conduit, moi aussi, à ce forfait. Devenir le meurtrier de mon ami. J'ai commis une faute et je dois la payer. Malheur. Mes amis me craindront désormais, et personne ne voudra m'approcher. Je dois vivre désormais seul et abandonné. Personne ne voudra rechercher la compagnie d'un meurtrier, un meurtrier qui tue ses propres amis. Je vais devoir vivre seul, comme les bêtes sauvages dont la seule vue est repoussante. Comme l'amitié est nécessaire à la vie. Personne ne voudrait vivre sans amis, quand bien même il posséderait tous les biens de la terre. Tout seul, je n'arriverai à rien. Hélas, 3 fois hélas. Mon bien-aimé Cleitos, tu méritais un meilleur sort. Ne me fais pas cela, Cleitos. Reste avec nous. Comment pourrais-je désormais me présenter devant ta sœur, la Niké? Que lui répondrai-je? Qu'une fois parvenue à l'âge adulte, tel est le paiement de l'éducation qu'elle m'a donnée? Avec quel courage la consolerai-je? Comment endurerai-je une telle douleur? Apportez-moi la lance, celle avec laquelle j'ai transpercé Cleitos. Je veux me la planter dans la gorge. Tu étais brave au combat. Tu l'as prouvé au fleuve granique, à Gaugamélès. Tu ne cessais de me protéger et ta famille m'a toujours soutenu. Ta sœur m'a élevé. Et voilà toute la récompense en échange de tout le bien qu'elle m'a prodigué. Telle est la reconnaissance pour la femme qui m'a élevé, telle est la gratitude pour celle qui m'a nourri. 2 de ses enfants ont été tués à la bataille de Milet, pour ma propre gloire. Et maintenant, son frère, sa seule consolation, que je viens de tuer dans l'ivresse de la fête. Vers qui se tournera-t-elle, l'infortunée? De tous ses parents, je suis le seul survivant, et le seul qu'elle ne peut voir en face. Et moi, quand je rentrerai dans la patrie, je ne pourrai lui tendre ma main sans lui rappeler son malheur. Hélas, mon cher et bien-aimé Cleitos, hélas, 3 fois hélas. Pourquoi ai-je commis un tel acte? Quel Dieu m'a poussé à cette infamie? Toi, mon plus fidèle officier, toi qui n'as pas hésité à interposer ton corps pour me sauver d'une mort certaine. Je me rappelle les heures de la bataille du fleuve granique. Je me trouvais en situation difficile lorsque ma lance se brisa. Timaratos, le Corinthien, accourut et me donna la sienne. Je m'élançai pour repousser les barbares qui m'avaient encerclé dangereusement. Je frappai d'abord le gendre de Darius, Mithridate, qui s'affala sur le sol. Roïsakès s'élança alors sur moi avec son épée et me frappa à la tête, me brisant un morceau du casque. Je lui tombai dessus et le transperçai de ma lance. Mais Mithridate, aux aguets, dans mon dos, leva son épée pour me trancher la tête. Je ne m'étais aperçu de rien. Tu pris alors les devants, Cleitos, et, avec une vitesse vertigineuse d'un coup terrible, tu lui tranchas la main qui tenait son épée. Grâce à ton action héroïque, Cleitos, tu me sauvas, et tu sauvas toute l'expédition. Si le Perse était arrivé à temps pour me trancher la gorge, c'eût été la fin de tout. Les troupes se seraient dispersées. Sans ma présence et mes exhortations, l'issue du combat eût été incertaine. Les Perses auraient fêté ma mort, tandis qu'une profonde tristesse s'emparerait des Grecs. Les barbares auraient repris confiance en eux, et ils se seraient jetés avec encore plus d'audace sur les Grecs dès lors qu'ils auraient tué leur chef. Je comprends maintenant
combien était décisif cet instant aux abords du fleuve granique. Tout serait différent aujourd'hui. Et moi, Alexandre, je ne serais plus qu'un souvenir dans l'esprit des Grecs. Si j'avais été tué, les villes grecques seraient restées sous le joug perse et je n'aurais jamais délié le nœud gordien. La bataille d'Issos n'aurait jamais eu lieu et je n'aurais jamais vu face à moi le visage effrayé de Darius. Si tu ne m'avais pas sauvé, Cleitos, je n'aurais jamais regardé le beau visage de la femme de Darius, ni vu sa mère m'implorer. Cleitos, ta contribution dans l'expédition a été immense. Toute l'expédition se serait arrêtée. Nous n'aurions pas occupé la Palestine, Tyr, la Phénicie, et la conquête de l'Égypte aurait été un vain rêve. Je n'aurais jamais fondé Alexandrie aux abords de Pharos. Je n'aurais pas parcouru l'oasis de Siva, je n'aurais jamais ressenti la magie du pays des pharaons, et ni vu non plus le temple d'Amon. La conquête de Babylone, de Persépolis, de toute la Perse et de la Lydie n'aurait jamais eu lieu. Sans tes prouesses, je n'existerais plus. Et je ne serais jamais assis sur le trône de Darius. Le déroulement de notre expédition en aurait été à coup sûr différent. L'armée serait rentrée en Grèce, recrue de fatigue et misérable, et nous n'aurions pas tous ces biens et toute cette richesse. Cleitos, ton rôle dans l'expédition surpasse les limites d'une action héroïque. Et je te rends maintenant ta bravoure avec ta mort. C'est moi qui, de mes propres mains, t'ai conduit chez Hadès. Hélas, 3 fois hélas. Apportez-moi la lance avec laquelle j'ai transpercé son corps. Je veux la même, pour la planter à mon tour dans mon propre corps. Courez, garde. Apportez-moi la lance ensanglantée, que je la baigne de mon propre sang. Réveille-toi, Cleitos. Ne me fais pas ça. Reviens à la vie. Comment me présenter à ta sœur, la femme qui m'a tenu sur son sein tant que j'étais petit? Fini les joies. Fini les moments d'ivresse. À présent, seul me reste le deuil. Pleurez, mes amis. Cleitos est mort. Grecs, pleurez avec moi. Je te perds, mon bien-aimé. Tu pars vers le monde d'en bas, sur le char de Pluton, conduit par le psychopompe Hermès. Hélas, 3 fois hélas. Je veux monter, moi aussi, sur le même char, et que nous descendions ensemble sur les marches d'Hadès. Personne ne voudra plus être avec moi, et je resterai seul, en compagnie des Érynies. Voici qu'arrivent les Érynies. Je les entends. Voici les filles des ténèbres, au funeste regard. Je les vois s'approcher de moi, avec des torches allumées. Elles tiennent un fouet où s'enroulent des serpents. Je vois Alecto, Mégère, Tisiphone. Je veux boucher mes oreilles pour ne pas entendre leur pitoyable écho. Elles tourmentent mon esprit et mon âme. Mieux vaudrait que je meure maintenant plutôt que d'être tourmenté de mon vivant. Voici Alexandre le Grand, qu'admire et craint la terre entière, en train de se lamenter et de se rouler par terre comme un esclave, comme s'il craignait les lois et les reproches des hommes, comme s'il n'était pas celui qui fixe les lois et qui ordonne ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. À ta place, mon roi, au lieu de te lamenter, j'en rirais. Comment oses-tu? T'es-tu jamais demandé, Alexandre, pourquoi les sages du passé avaient placé Thémis, la déesse de la justice, à côté du trône de Zeus? Car quelle que soit la décision de Zeus, elle est juste. De la même façon, les actions d'un grand roi comme tu l'es doivent être considérées comme justes par le commun des mortels. Tu as été vainqueur dans tous les combats que tu as livrés, pour régner et non pour être au service d'une vaine opinion. En 2 mots, ce que tu fais est digne, correct et juste.
Tes paroles soulagent un peu ma douleur, mais pas assez pour me permettre d'avoir envie de vivre. Je veux demeurer seul. Sors maintenant. Cela fait 3 jours qu'il refuse de se nourrir et de sortir de sa chambre. Je crains qu'il ne tombe malade. 3 jours se sont écoulés. Tu n'as rien mangé, ni vu le soleil. Ça suffit. Reprends-toi, Alexandre. Je veux mourir. Tu veux mourir si jeune? Tu le veux maintenant que tu parviens à la fleur de l'âge? Si tu meurs, que dirons-nous à ta mère? Pense à la douleur que la nouvelle de ta mort suscitera chez elle. Que dirons-nous à notre maître, Aristote, que les leçons qu'il nous a données n'ont pas eu prise? Rappelle-toi ces paroles. Aucune loi n'enjoint le suicide. Alexandre, tu as agi sans que tu le veuilles, et ceci est dû à un concours de circonstances. Clétos a eu ce qu'il méritait. Aristote nous a dit que s'il nous faut choisir entre l'intérêt d'un individu et l'intérêt de l'État, ce qui prime, c'est l'intérêt de l'État. Alexandre, aux yeux de nous tous, l'État, c'est toi. Clétos a payé son insolence et il t'a défié aux yeux de tous. Notre expédition n'est pas finie. L'exploration de pays inconnus nous attend. La conquête de nouveaux peuples, de nouvelles émotions. Allons découvrir de nouveaux arbres, de nouveaux fruits, de nouvelles fleurs, de nouvelles poissons, de nouvelles saveurs, de nouvelles danses, de nouvelles émotions. Allons chasser des animaux sauvages. Allons découvrir de nouveaux us et coutumes. Allons parcourir de nouvelles plaines. Traversons des fleuves inconnus. Allons voir de nouvelles montagnes, de nouveaux paysages. Allons connaître des contrées fertiles et arides pour que nos géographes les enregistrent et que nous les laissions aux générations futures. Allons connaître de nouvelles légendes. C'est toi qui m'as dit que tu voulais parvenir jusqu'à l'extrémité de la terre, jusqu'à la mer immense. L'Inde nous attend. Allons là où est allé Dionysos. N'est-ce pas toi qui m'as dit que tu voulais que nous explorions le monde afin de transmettre les valeurs de la culture grecque, que nous rendions la langue grecque universelle, que nous rendions le monde meilleur, que nous rassemblions les peuples qui vivent en bande dans les cités pour qu'ils vivent en citoyens, non en brigands, que nous fondions de nouvelles villes qui portent ton nom. Des architectes, des urbanistes, des tailleurs de pierre n'attendent qu'un ordre de toi pour se mettre à l'œuvre. Le cours de l'histoire ne peut s'arrêter à cause d'un incident regrettable. Que veux-tu, Alexandre? Que nous arrêtions tout à cause de quelqu'un qui te cherchait des noises? Clétos n'a rien compris de ta vision. Il n'a rien compris de ta politique, rien de la coexistence pacifique des Grecs et des barbares. Il a eu le sort qu'il méritait. Clétos, en dehors d'être un bon soldat, ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Cesse de te lamenter, Alexandre. N'est-ce pas toi qui m'as confié ta vision? Quand nous verrons l'océan à l'extrémité orientale de la terre, rebroussons chemin pour construire des bateaux, faire le tour de l'Arabie et de l'Afrique, parvenir aux colonnes d'Hercule et de là, traverser la Méditerranée pour gagner la Grèce. Je ne fais que reprendre tes propres paroles, comme tu me les as répétées tant de fois. Si tu nous abandonnes maintenant, que dirons-nous en Grèce? Que tu as abandonné ton armée, qui t'a offert tant de victoires dans un pays barbare pour évader chez Hadès et tenir compagnie à Clétos? Ici, nous nous trouvons au milieu de nulle part. Que deviendrons-nous sans toi si tu mets fin à tes jours? Pense à nous, pense à la Grèce. Alexandre, si nous restons seuls, nous n'arriverons à rien. Il n'y a que toi qui inspires confiance et enthousiasme à l'armée. C'est seulement avec toi que les soldats se sentent en sécurité, prêts à affronter tous les dangers et à réaliser l'impossible. L'armée a besoin de ton audace et de ta sagesse pour avancer. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous nous dévorerons les uns les autres et ton esprit et ton empire sera détruit. Celui dont la destinée était de mourir ici, il est mort, Alexandre. Cesse de gémir. Le cours de l'histoire ne peut s'arrêter. Et ton ancêtre Héraclès a tué ses enfants dans un moment de folie, mais cela ne l'a pas empêché d'accomplir ses exploits.
après toutes ces victoires et toutes ces gloires que tu nous as offertes, qu'écrira l'histoire? Que tu t'es donné la mort? Pense à ta réputation posthume, Alexandre. Nous te demandons de vivre pour la gloire de la Grèce. Demande le secours des dieux pour te faire pardonner et pense à l'avenir. Voici le devin le plus digne de foi pour interpréter les rêves, l'être humain qui avait prédit ta venue au monde. Elle seule parmi les devins a interprété correctement le rêve de ton père, quand il avait rêvé qu'il scellait le ventre de ta mère avec une effigie de lion. La première qui annonça à Philippe qu'Olympias était enceinte, en lui disant que nous scellons tout ce qui contient quelque chose. Et elle sut par avance que celui qui naîtrait aurait un cœur de lion. Alexandre, les dieux ont parlé. Rappelle-toi le rêve prophétique que tu m'as confié 3 jours avant le banquet. Tu avais vu Cléitos, habillé de noir, tenant compagnie aux fils de Parménion, qui étaient tous morts. Les dieux ont parlé aussi à Cléitos. Lorsque tu l'as invité au banquet, il s'apprêtait à faire un sacrifice et il l'abandonna en pleine cérémonie pour te rejoindre. J'étais là et j'ai tout vu de mes propres yeux. Les 3 brebis que nous avions aspergées et que nous nous apprêtions à sacrifier, elles abandonnèrent l'autel pour l'accompagner. Funeste augure. Tous ces faits sont des signes des dieux. Mon roi, tous ces événements n'ont pu survenir sans la volonté des dieux. Autrement dit, ces faits avaient déjà été conçus par les dieux auparavant. Le sort de Cléitos était de mourir ici. Roi Alexandre, seuls les dieux peuvent te venir en aide dans la situation où tu te trouves. Implore leur grâce par des sacrifices et des prières. Il te faudra commencer par sacrifier à Dionysos, que tu as négligé, et à Apollon Alexikakos, qui éloigne le mal, et honorer le mort avec tous les honneurs. Préparez les autels pour les sacrifices et un grand bûcher pour Cléitos. Que l'armée se mette en rang, que les trompettes sonnent et que soient rendus les honneurs militaires aux morts. Et tout de suite après, nous partons vers l'Est. Notre marche continue. Vive le roi Alexandre! Et comme dit notre cher poète Euripide, Zeus règne en maître des dieux sur l'Olympe. Et de tout ce que nous attendons, la plupart n'arrive pas. Quant aux choses imprévues, les dieux leur montrent la voie.